Sinon, next time, dans ma lay. Regardez-moi. Oh my god! Non les gars, ces 2 épisodes ont été les meilleurs qu'on a eu jusqu'ici. Franchement, on en parle du jeu d'acteur de Amélie Mbaye. Elle est excellente. Non, j'ai adoré ces 2 épisodes. Entre Rama qui décide de passer à l'action avec son frère, Ouli qui est just a piece of trash. Non, franchement, Ouli là, elle a dépassé les bornes. Non. J'arrive toujours pas à croire qu'elle ait fait une chose pareille. Je n'avais encore jamais vu ça, quoi. À part dans Maîtresse d'un homme marié, dans le premier épisode, lorsque Marème était venue coucher dans le lit de Lala, j'avais encore jamais vu ça venant d'une co-épouse quand même. Le pire, c'est quand elle est venue en parler à Rama, là, elle voulait lui raconter les détails. Ouais, maman, j'ai laissé des traces, nanana. Oh my god, really girl? Non. Ouli, c'est le genre de fille à éviter. Même si cette scène était prévisible, je m'y attendais à ce qu'elle fasse un coup de ouf là comme ça. C'était quand même assez choquant. Et je pense que Fatou, la première femme, la gangsta gang, la OG, ne va pas se laisser faire les gars. Elle va passer en beast mode. Si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche pour qu'on parle tous ensemble de cette série en prise, les gars. Si tu connais pas Fatou, il faut demander. Si tu connais pas Fatou, il faut demander. Notre Fatou, elle est pas gentille. Non mais Fatou, c'est ma préférée parce que je m'attendais pas du tout à une telle réaction de sa part. Je pensais que ça allait être la plus faible de toutes les femmes en fait, hein. La première qui est plus âgée, celle qui est un peu plus mûre, qui a plus de sagesse et tout ça, mais en fait c'est la plus gangster. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Kiné et la troisième dame, j'ai oublié son prénom. En ce moment c'est vraiment Fatou versus Ouli et ça va péter les gars. Apparemment Ouli est prête à tout hein, pour accomplir sa mission, donner un fils à son mari et du coup hériter de toute sa richesse quoi. Ça me fait toujours autant rire hein, lorsque ce côté un peu traditionnel refait surface, il faut absolument donner un fils au mari. En fait c'est la femme qui doit supporter toute cette responsabilité, tout ce stress par rapport au sexe du bébé, alors qu'on sait tous que c'est l'homme qui est responsable du sexe. Hein. Dans certaines sociétés comme au Sénégal, avoir une fille c'est un peu vu comme un échec pour certaines personnes. Les choses ont quand même beaucoup changé depuis un moment. Hein. Une femme peut très bien endosser le rôle d'un homme. Hein. D'ailleurs ils ont parlé de la fille de Fatou, donc Madjigen, qui a l'air d'avoir un caractère de boss lady et qui a l'air d'être quand même l'héritière légitime de son père. Hein. On la connaît pas encore, mais on dirait qu'elle serait à la hauteur quand même hein, pour gérer la fortune de son père, gérer l'entreprise, prendre le relais, même si elle a son petit côté occidental que son père n'aime pas beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Madjigen serait un atout pour son père ou pas? Parlons maintenant de Django, l'un de mes personnages préférés de la série. Franchement, tous les personnages sont tellement charismatiques, ils ont un truc, tu vois. Non mais Django, il a débarqué dans la salle de danse. Oui, ça va. T'as vu comment il a poussé les amis de Soukaina comme du n'importe quoi là, comme du papier. Django, c'est un homme violent. Et ce qui est étonnant, c'est que Soukaina lui tient tête quand même. Hein. Elle a pas peur de lui, tu vois. Même s'il est venu la brusquer un peu, elle a quand même riposté avec la bouche, quoi. Django, moi. Est-ce qu'il y a une vraie meuf du ghetto qui n'a pas peur des confrontations. Et on l'a vu plus tard dans la scène lorsqu'elle s'est bagarrée avec ses copines là. Et cette scène, c'était une façon de revenir à la réalité hein, pour nous montrer dans quel monde Soukaina vit. Un monde assez violent quoi. Ça m'a bien fait rire lorsqu'elle a commencé à se plaindre de Django en mode ouais, il me pourrit la vie, il me saoule, Django il est trop jaloux. Je sais plus si c'est ce qu'elle avait dit exactement. Et c'est à cause de Pape Demba hein, qu'elle pense tout ça. Maintenant qu'elle a un homme qui s'occupe un peu d'elle, elle se rend compte que Django est trash. Mais franchement, je pense que ça va être très difficile pour Soukaina de quitter Django hein, parce qu'il l'acceptera jamais. Il est trop violent. Il est trop dans le hard knock life Django, tu vois. J'ai kiffé cette scène entre lui et Soukaina, hein, surtout lorsqu'il est en train de crier là avec la salle, ça faisait un écho, ça faisait quelque chose, tu vois. Et t'as vu les copines de Soukaina qui étaient à côté en mode peureuse. En fait, il faut une femme comme Soukaina pour Django, à mon avis. C'est pour ça que, je sais pas, autant j'aime bien le fait que Demba soit entré dans sa vie, autant Soukaina et Django, ils vont bien ensemble, tu vois. Dans cet épisode, Soukaina s'est fait une entorse, les gars, en dansant. Dès qu'elle a entendu la musique, bam, comme elle kiffe la danse, là,
Elle a pas pu s'empêcher de faire des petits pas de danse et bam, elle s'est cassé le pied ou la cheville. Mais c'est grave en fait pour sa carrière en tant que danseuse. Comment elle va se faire de l'argent? Comment est-ce qu'elle va continuer à nourrir Django? La dernière fois, on avait compris qu'elle avait démissionné lorsqu'elle racontait sa vie à sa copine au téléphone là. Donc, elle a démissionné, elle a pas de travail en ce moment. Maintenant qu'elle s'est cassé le pied, mais la danse c'est fini là pour un moment en tout cas. Est-ce que c'est Pape Demba qui va devenir son sugar daddy? Soukaina a besoin d'argent parce que Django en a besoin, puisque c'est elle qui l'entretient. On verra bien comment ça va se passer, mais j'espère que Django ne va pas lui mettre la pression par rapport à l'argent pour qu'elle se trouve un travail, parce que pour l'instant, sa carrière de danseuse est en stand-by. En tout cas, par rapport à Diary et Demba, plus on avance, plus je me dis que ce mariage ne se fera peut-être pas. À chaque fois que je vois des scènes comme ça, entre deux personnes qui sont censées se marier, qui sont déjà en train de se passer la bague au doigt, je me dis, ah bah, c'est tout ce qu'on aura, hein. Cette scène est tout ce qui ressemblera à un potentiel mariage. Ça m'avait fait le même effet avec Issa et Aminata dans la série Impact. Le soir où Issa voulait demander Aminata en mariage et qu'elle a commencé à pleurer, après ils se sont dit des mots doux et tout ça. Dans ma tête, je me disais, bah ça, ce sera le seul truc qui ressemblera à un mariage pour ces deux-là. Et c'est la même chose pour Diary et Demba. Cette scène était très mignonne, très belle, ils étaient très sincères. Et je me suis dit, that's all we're gonna get pour ces deux-là. Pape Demba, il est obviously en train de douter, hein. Il regardait cette bague en mode, ah, j'aimerais bien qu'une autre femme me la passe au doigt. Il est complètement amoureux de Soukaina. Et franchement, juste pour le bien de Diary, j'aimerais pas qu'il se marie. Parce que du moment que vous êtes fiancés et que t'as des vues sur une autre meuf, tu sors avec une autre meuf, même s'il n'y a pas eu de bisous ou quoi, mais tu penses à elle, elle hante tes pensées. Pour moi, c'est de la tromperie et vous devez clairement vous séparer. Diary mérite quelqu'un de mieux, franchement, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Pape Demba, Diary, they're gonna make it? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez voir? Est-ce que c'est un couple qui va survivre? Notre couple qui a l'air de bien survivre, en tout cas, c'est tonton Djily et Tata Awa. Non mais Djily, il met le paquet, hein. Il lui envoie des roses et tout, comme si c'était deux jeunes amoureux là. Et c'est ça son but en fait, hein. Rallumer la flamme de Awa, lui faire redevenir une jeune femme amoureuse quoi, tu vois. Et ça marche bien, hein. Djily, il a la tchatch de toute façon. C'est un beau parleur, depuis le début il a été décrit comme ça. Mais c'est sûr que c'est aussi un escroqueur. Il veut que sa thune à Awa là. Et c'est dommage, hein, elle voit pas de red flags. Et de toute façon, je me dis ce sera bien fait pour elle, parce qu'apparemment, d'après la description du personnage, elle travaille avec Djily et ils sont tous les deux des escrocs, hein, Awa et Djily là. Et dans cet épisode, on apprend aussi que Rama est au courant de tout ce qui se passe, hein, et elle a demandé à son fils de la fameuse scène qu'on attendait tous. Cette scène, elle est épique. Franchement, il y a eu trop de scènes épiques dans ces deux épisodes. C'était mes préférés jusqu'ici. J'adore. J'adore les personnages comme Rama, là, les femmes fortes avec des power outfits comme ça. Je kiffe le style qu'on a donné à ce personnage aussi. Hein. Ses tenues sont magnifiques. Elle s'habille trop bien et ça rajoute grave du charisme, quoi, tu vois. Alors, par rapport à Ndiaga, bon bah ça y est. Le maraboutage a agi. Il n'a que ce qu'il mérite, hein, parce qu'il n'arrêtait pas de mettre la pression à Rama. Ça ne lui suffisait plus de passer chez elle. Maintenant, il venait à son taf, s'il vous plaît. T'imagines, tu ramènes ta vie privée au taf comme ça. Surtout que Rama, elle a des employés. Il y a des femmes de ménage qui travaillent pour elle. C'est risqué qu'il raconte sa vie au boulot comme ça. Surtout, voilà, on connaît les femmes, c'est des commères, hein, les femmes de ménage là. Donc, ça n'aurait pas été bon du tout, hein, pour la réputation de Rama. Depuis le dernier épisode chez le marabout, quand même, on remarque que Rama a quand même attendu un peu avant de passer à l'acte. Je me dis qu'elle voulait laisser encore une chance à son frère, mais avec sa venue dans son bureau, elle s'est dit que bon, les choses are getting out of hand et qu'elle devait agir right now. Et du coup, elle a exécuté quoi. Ce qui était bien aussi par rapport au costume sans faute de ce personnage, c'est après l'acte, hein, elle a mis ce voile noir comme si elle était en deuil. À un moment, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, attends, elle a quand même pas tué son frère, quoi. En tout cas, ça représentait bien son côté obscur, quoi. Rama, dans cet épisode, c'était vraiment quelqu'un de sombre et méchante, hein, qu'on a vu. Même dans l'hôpital, elle avait son fameux violet qu'elle met tout le temps. Magnifique jeu d'acteur encore, hein, pendant cette scène. Et franchement, le make-up de Ndiaga, là, dégueulasse, c'était bien fait. Ndiaga, là, c'est sûr qu'il va se la
bouclée maintenant, hein, ça c'est sûr. Cette scène de l'hôpital représentait bien aussi le personnage de Rama, quoi. Elle peut être une maman douce, qui a beaucoup d'empathie, qui ressent beaucoup de peine, parce qu'on voyait qu'elle voulait pas vraiment en arriver là, mais elle n'avait pas le choix, parce qu'elle s'est sentie menacée, et il faut pas toucher à ses enfants, faut pas la séparer de ses enfants. À un moment, ça se voyait qu'elle avait un peu de peine pour son frère, mais elle regrette pas tant que ça ce qu'elle a fait, tu vois, c'était vraiment contradictoire. Et c'était pareil lors de la scène entre elle et Marie-Thérèse dans son bureau. Rama peut être une maman qui adore ses enfants, qui les couvre d'amour, mais qui n'hésite pas à les réprimander quand c'est nécessaire, hein. C'était le cas avec Marie-Thérèse dans cet épisode, avec Pape Demba. This time, again and again. Et aussi avec Ouli. Malgré le fait que Ouli l'avait quand même appelé quand elle était chez Mansour, il lui a pas interdit de faire ce qu'elle était sur le point de faire, quoi. C'était après là que, à ce moment-là, elle l'a discipliné un peu. Donc ça décrit bien le personnage de Rama, qui est certes une maman aimante, gentille, mais qui peut aussi être très méchante et machiavélique. Parlons maintenant de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, elle est très maligne et elle ressemble beaucoup à sa mère, hein. Franchement, elle réfléchit comme sa mère. Même par rapport au costume, pendant les 2 épisodes qu'on a eu, Marie-Thérèse était habillée en rouge et blanc, quoi. Ce qui nous rappelait un peu la tenue rouge de sa mère. Ce qui nous rappelait qu'elle a vachement des points communs avec elle, quoi. Malgré tout ce que sa mère a inventé concernant Diaga, ses problèmes de drogue, ça se voit que Marie-Thérèse est quand même assez sceptique, hein. On voit qu'elle est vraiment prête à tout pour connaître la vérité, pour savoir ce que sa mère cache, hein. Elle était même prête à payer son oncle. Et vu sa détermination, j'ai l'impression que Marie-Thérèse finira par connaître la vérité, hein. Kadia a donc débarqué chez Myriam. Et en fait, pour moi, cette scène était l'occasion pour nous de découvrir les véritables intentions de Myriam. Savoir si c'était vraiment une vraie amie, hein. Parce que entre elle et Yérim, là, voilà quoi. Yérim, il nous a déçus. Donc, j'avais peur que Myriam soit chelou quand même, hein. Vu qu'elle aime les hommes comme Baïdago et que c'est elle qui l'avait vu en premier, sauf qu'il l'avait pas calculé, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va finir par être jalouse, ou bien qu'elle va essayer de le draguer pour de l'argent, mais je pense pas. Elle n'a pas l'air d'être comme ça, Myriam. Elle est plutôt smart, hein. Elle est beaucoup moins naïve que Marie-Thérèse, en fait. Marie-Thérèse, elle est naïve, en tout cas, en ce qui concerne les relationships. Et heureusement que Myriam est là pour lui ouvrir les yeux de temps en temps, quoi. Elle a bien vu très clair dans le jeu de Kadia depuis le début. Mais franchement, je me demande ce que Kadia, elle est venue faire dans l'appartement de Myriam, en fait, hein. À part peut-être vérifier que son père avait bien livré le tableau chez elle. Comme c'est elle l'assistante de son père, je pense qu'elle a voulu track le tableau là pour voir qui était le destinataire. Parce que son père ne lui avait jamais dit qu'il l'avait donné à Marie-Thérèse pour 5 centimes là, ou je sais pas combien. Donc elle est venue en avoir le cœur net. Elle est venue aussi provoquer Myriam, hein. C'était une façon pour elle de lui dire « Tell your friend to stay away from my dad ». Dis à ta copine de lâcher mon daron. Kadia, elle est obviously très sournoise, mais je sais pas, je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle, en fait. Elle est mignonne, tu vois, avec son visage angélique, là, comme Myriam l'a si bien dit. J'ai l'impression que sa réaction est légitime des fois, même si elle tape ses crises et tout, elle est juste malade, elle a besoin d'aide, et son père ne passe pas beaucoup de temps avec elle. Donc c'est normal qu'elle se sente un peu délaissée, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, en ce qui concerne Marie-Thérèse, on peut dire que son frère a beaucoup de chance de l'avoir, hein. Pape Demba a de la chance que Marie-Thérèse n'aime pas beaucoup sa mère, du coup, voilà, elle va essayer de le couvrir un peu, à mon avis. Sinon, elle aurait dit à sa mère depuis longtemps, et même à Diary, hein, qu'elle a vu Pape Demba avec une autre meuf en train de manger des glaces, quoi, tu vois. Marie-Thérèse n'a pas intérêt à dénoncer son frère, parce que elle aussi a des petits secrets qu'elle aimerait bien garder, hein. Ça se voit que c'est une meuf qui fait sa vie, elle a envie d'être manipulée par personne, c'est limite, elle ne fait confiance qu'en Myriam, sa meilleure amie. Par ordre d'importance, je dirais que Myriam, c'est la plus importante dans la vie de Marie-Thérèse. Après, peut-être son frère, comme ils habitent ensemble, ils sont plutôt proches. Ouli et sa mère, elle les porte pas trop dans son cœur, hein. Dis-moi ce que t'as pensé de ces 2 épisodes qui, pour moi, étaient les meilleurs jusqu'ici. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 13 et 14. Bientôt. Stay safe and stay blessed. Bye!